Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon amie Caroline Gauthier. Salut Caroline, Salut Max, bonjour à tous, ravi d'être là. ça va bien? Ben écoute, impeccable, Ok, chaudement, mais ça va. ouais. Alors toi Caroline, tu es conférencière, coach, consultante, Oui, euh, auteur aussi, puisque tu as écrit c'est ça. un livre au nom du cœur, me semble, Du, du au nom corps, du corps, ouais, c'est me ça. semble-t-il. Ouais, Donc tu travailles sur tout ce qui est les aspects de développement personnel, remettre du sens dans sa vie, ouais, comment passer des épreuves et vivre de ouais, manière plus prospère, me semble. c'est ça, exactement. Ouais, c'est en gros, j'aide les gens à reconnecter leur vraie nature Hmm. et en fait, une fois reconnecté à cette vraie nature, comment en faire éventuellement un métier? Parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé. Du coup, ben voilà, j'aime bien enseigner ça aux gens parce que moi, je me suis complètement reconnectée à ce que j'étais vraiment alors que je m'étais complètement perdue. Ouais. Voilà, donc c'est devenu une passion et du coup, voilà, j'ai plus la même vie qu'avant, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, c'est ce que tu nous exprimais aussi tu as fait une conférence sur la scène de l'Académie Zéro Limite il y a Ouais, quelques semaines. c'est ça. Euh, et si j'ai voulu aussi t'interviewer, c'est vraiment parce que j'ai ressenti dans nos échanges, dans ta conférence, pas mal de choses qui peuvent vraiment intéresser les entrepreneurs, les coachs, les consultants qui veulent changer de vie. Oui, Et je pense que voilà, par ton parcours, avant tu travaillais dans des grands groupes, tu étais c'est consultant ça, pour les grands groupes. Voilà, aujourd'hui, exactement. tu étais plutôt dévoué à apprendre aux gens ou à apporter aux gens comment se reconnecter. Et Ouais. voilà, je trouvais que c'était vraiment ça qui m'intéressait dans cette interview. Tu nous en as dit quelques mots. Est-ce que tu peux juste simplement, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être Ben rappeler ouais, quel a été ton parce qu'en parcours? fait, c'est très bizarre parce que moi, j'ai comme une fracture, enfin plusieurs fractures dans ma vie. En gros, quand j'étais enfant, où j'étais dans la nature et où je m'éclatais, voilà, à vivre de nature et d'eau fraîche. Et puis après, je me suis mis à fond dans le business parce que bah, Hmm. j'avais des injonctions parentales. Et puis, en faisant ça, j'ai perdu en fait ce qui m'animait au plus profond, qui était encore être en lien avec la nature, voilà, avec des choses qui me dépassaient aussi un peu. Et puis, du coup, j'ai construit un arbre qui n'était pas le mien. Et forcément, quand on construit un truc qui n'est pas en lien avec sa nature, bah, on vit des épreuves et c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que la nature m'a un petit peu forcé à me reconnecter. Donc, j'ai vécu Hmm. une immense crise où j'ai tout perdu, mais vraiment tout, quoi. Hein. Mari, maison, piscine, 4x4, job, enfin, la totale. Et, euh, et en fait, là où on aurait pu se dire que c'est une catastrophe, ce que j'ai cru au départ, en fait, ça m'a permis de me remettre en lien avec quelque chose que j'avais complètement oublié, c'est-à-dire moi, quoi. Hmm. Et en fait, la crise, on se rend compte, c'est que de l'amour qui vient nous parler et qui vient nous réaligner avec ce qui nous touche profondément. Et c'est là où je me suis mis à faire ce que j'aime, c'est-à-dire moi, ce que j'aime, c'est déambuler en nature, méditer, écrire. J'écris des poèmes aujourd'hui. Hein. C'est un truc qui n'a rien à voir avec aller chercher des grandes entreprises à l'international, tu vois le truc. Ouais. J'ai écrit un roman initiatique, voilà, où la dame, elle part parce qu'elle suit des codes pour aller chercher en fait des Mhm. choses dans une nature cachée, etc. Et ce livre est devenu best-seller, quoi. Hmm. coup, euh, j'ai relié des mondes qui normalement Non, pas fonctionnent grand-chose à pas. première vue à voir. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, bah, sois poète ou écris un roman et tu vas voir, tu vas réussir ta vie. Il n'y a pas grand monde qui le croit. Hmm. Et moi non plus, je ne le croyais pas d'ailleurs. Mais voilà, avec les bonnes stratégies, on y arrive. Et c'est là où mon enseignement et le tien d'ailleurs sont intéressants. Hein. C'est que, ouais, on peut vivre d'une créativité Hmm. complètement et en vivre pleinement et en vivre bien. C'est-à-dire, je vis même mieux qu'avant, en fait. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, ça m'amène ma première question, en fait, qui est celle par rapport à ton histoire passée, en quoi ton Ouais, histoire, notamment dans le domaine de l'économie, de la gestion ouais, d'entreprise, ouais. a été déterminante dans le choix que tu as fait aujourd'hui, d'aller vers tes passions, vers ce qui te plaît, de transformer la vie des gens, de transformer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a... Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, tu veux dire? Ouais, ouais. Ben, en fait, au début, il n'y en avait pas parce que moi, j'étais dans un monde très business. Mhm. Et puis après, il y a eu une fracture où j'ai reconnecté à des dimensions que j'avais oubliées, Ouais. tu vois. Et je me suis mis à partir à l'aventure avec mon sac à dos, à essayer de comprendre aussi les expériences qui m'arrivaient, tu vois, à faire un espèce de parcours initiatique où je rencontrais des gens qui étaient en robe de bure, tu vois, à faire gling-gling avec une guitare dans le désert, tu vois. Enfin, voilà, un truc qui n'a rien à voir avec mon monde d'avant, tu Ouais. vois,
et ça a duré 7-8 ans, cette histoire-là, parce que je découvrais des choses qui me plaisaient, mais en même temps, il y avait une part de moi qui était pas là non plus. C'est-à-dire Hmm. qu'au bout d'un moment, une fois que tu as fait gling-gling 4 fois, tu te dis, bon, ben, à quoi ça sert, quoi. Et c'est là où j'ai eu besoin de faire un mariage en disant, OK, à chaque fois que j'étais dans un endroit, en fait, il me manquait une dimension. Dans le monde du business, c'était pour moi trop en surface, pas assez en profondeur, tu vois. Et puis quand j'allais dans le monde où les gens avaient une super profondeur, une quête personnelle, une créativité, je me sentais nourrie, mais je me disais, c'est pas moi non plus, tu vois. Hmm. Et c'est là où moi, j'ai eu besoin de faire une jonction entre ces deux mondes et que j'ai créé ce que j'ai créé pour mettre à la fois cette créativité, cette part intuitive, tu vois, cette part aventure et le monde de la stratégie, du marketing, de Ouais. l'économie. Et c'est cette jonction qui est intéressante, je crois, chez moi. Ah bah totalement. D'ailleurs, c'est ce que tu nous as aussi un peu partagé ben, Oui, dans ta conférence, c'est ça. notamment. Je parcourais un peu ton site il y a quelques temps là, et tu nous livres dans ton site que c'était à la naissance de ta fille en fait que tu as eu une Ouais, prise de conscience. c'est ça. Est-ce que tu aurais une anecdote comme ça ou quelque chose à nous livrer qui a fait que Ben, ça a voulu déclencher chez toi cette envie de changer de vie? parce qu'en fait, quand on est femme, à la base, normalement, on est censé être en lien avec sa sensibilité, avec son corps, avec ses sensations. Sauf que l'économie d'aujourd'hui donne des injonctions assez masculines aux femmes qui veulent réussir. Mhm. Et du coup, moi, quand je suis devenue mère, en fait, forcément, quand on a un enfant dans le corps, on a une descente dans le corps et du coup, une reconnexion à cette dimension-là. Et c'est moi, ça a été le début de, si vous voulez, de cette reconnexion-là et de la crise parce que j'avais refoulé toute cette part-là. Mhm. Et pour les femmes, c'est un sacré passage de devenir mère. On n'est pas vraiment accompagné. Et effectivement, à ce moment-là, moi, tout le refoulé, toutes les émotions que j'avais enfouies ont explosé à ce moment-là. Et c'est là où j'ai commencé mon chemin initiatique un peu euh, par une série d'épreuves au début, tu vois. Mais en même temps, chaque émotion avait quelque chose à me dire de moi, tu vois. Mhm. D'où 10 ans de dev perso à essayer de comprendre ce qui m'arrivait, à essayer de structurer ce qui m'arrivait parce que j'ai quand même cette base très forte. Donc ça a été l'élément déclencheur, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment, il y a eu, ça s'est fait, c'est pas une rupture, je dirais, mais ça s'est fait à la fois progressivement et à la fois par un élément bien précis dans ta vie qui te dit, ok, là, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que j'aille Ça. m'écouter, que j'aille me chercher. Et pour beaucoup de femmes, c'est un passage d'ailleurs à cet endroit-là, hein. Quand elles deviennent mères, Hmm. y en a qui vivent des burn-out, d'autres qui vivent des choses qui sont émotionnellement pas faciles parce qu'il y a cette reconnexion à une dimension qui est souvent un petit peu refoulée dans notre société. Les émotions, c'est mal, on n'entend pas parler, il faut réussir, Ouais. voilà, gagne ta vie, etc. Mais on n'écoute pas ce qui se passe. Et du coup, la femme, quand elle n'écoute pas ce qui se passe, c'est encore plus violent, je crois, parce que c'est sa nature intrinsèque que d'être dans les émotions, quoi. Hmm. Si elle se coupe de ça, elle se coupe de ce qu'elle est profondément, quoi. Et donc, beaucoup de femmes comme ça, moi, que je vois dans les entreprises, qui sont certes des Wonder Woman, tu vois, deviennent très dures parce qu'elles se coupent du vivier de ce qu'elles sont profondément, quoi. Et une femme qui réussit, quelque part, elle est souvent coupée d'une dimension et ça devient quelque chose de pas sain, pas net. Claire, il y a la parité qui est essentielle, mais il y a aussi pas oublier ce qu'on est profondément et on est forcément différent de la nature masculine, quoi. Oui, bah ça, on le voit beaucoup en business d'ailleurs, hein. C'est ça, Euh, ouais. Dans les entreprises, c'est clair que c'est quelque chose qui est assez, les énergies féminines, les énergies masculines, on le voit beaucoup. Ouais, Dans l'un de tes articles, tu nous dis que trouver sa place, trouver son unicité, euh, ouais, trouver son message, le partager, prendre confiance, sont quelques-unes des clés qui permettront vraiment d'éclore. Euh, ouais. Quels conseils tu donnerais à des entrepreneurs, des coachs, des consultants, des experts qui veulent vraiment prendre leur place et qui aujourd'hui ont certains doutes par rapport à leur place? Moi, si tu veux, et d'ailleurs, je commence à travailler beaucoup avec des entrepreneurs qui réussissent Mhm. pour reconnecter à l'essentiel d'un message qui, quand il est déconnecté d'une nature émotionnelle ou symbolique, il va avoir du mal à percer. Alors, ce qui est super dans ce monde stratégique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des techniques qui sont super bonnes, hein. Sauf Mhm. que la technique, pour moi, ça fait que 20% du job. Ouais. Les 80% restants, c'est la vibration qu'on va envoyer. C'est l'émotion qu'on est capable de susciter, d'autant plus
en marketing parce que quand on se sert de Facebook ou quand on se sert des réseaux sociaux, c'est avant tout des outils de lien. Et le lien, on ne le crée pas avec la tête. Le lien, on le crée avec les émotions et le cœur. Ouais. Et être capable de toucher les gens. Et on touche les gens via 2 biais pour moi, le biais émotionnel et le biais symbolique. Le biais émotionnel, c'est être capable de sentir soi-même l'endroit qui est vulnérable et de le transmuter quelque part et de montrer aux personnes, grâce à la vibration qu'on envoie, qu'on est capable de transformer sa propre ombre en lumière. Ce qui demande à chaque personne qui transmet un message d'être capable de se connecter à ces dimensions-là, d'être capable de connaître ses ombres, de connaître ses blessures et d'être capable de parler de la façon dont on peut les changer, y compris en business. Parce qu'on parle toujours d'un problème et on amène toujours une solution. Et ce problème-là, ce n'est pas un problème qui se situe au niveau mental, il se situe au niveau émotionnel. Et ça demande de travailler ça, je veux dire, corporellement, parce que 80% de la communication se passe sur des leviers qui ne sont absolument pas mentaux, mais inconscients. Donc, le premier levier, pour moi, c'est l'émotion. Et le deuxième levier, où il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, et moi, je l'utilise à fond, c'est le levier de la symbolique. Parce qu'en fait, le symbole, en lui-même, il est porteur de sens. Et quand on a trouvé le symbole qui va faire mouche, il y a les gens qui comprennent tout de suite ce de quoi on parle. Et je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais par exemple, tu pars d'un point A qui est le problème, tu vas amener les gens vers le point B qui est la solution, tu vois. On utilise souvent un mécanisme pour ça. Ce mécanisme-là, on doit être capable de le symboliser par un framework, une espèce de symbole qui va pouvoir résumer symboliquement ce de quoi on parle. D'accord. Et ça s'adresse, si tu veux, à une part beaucoup plus symbolique et intuitive et qui va faire mouche tout de suite. Tu vois, moi, j'utilise par exemple l'arbre avec les 4 éléments. C'est un truc que je mets partout. Et les gens disent, ah j'ai compris, en fait, ça donne une structure à mon discours. Tu vois, voilà. Donc, donc en fait, ce que tu dis, c'est dans un premier temps, pour prendre sa place, il faut s'interroger sur quelles sont nos valeurs, quelles sont la manière dont on veut communiquer, quelles sont nos émotions, parce que tu parlais d'émotions tout à l'heure. C'est clair qu'aujourd'hui, en marketing, on parle de conversation de plus en plus, de rentrer en contact avec les gens, de créer de l'émotion. Et tu viens coupler ça avec finalement une symbolique, c'est-à-dire que rendre les choses accessibles par des concepts simples pour nos clients. Qui parle tout de suite. Voilà, tu vois. c'est ça. Par exemple, je te donne un symbole qui est utilisé, je ne sais pas, par Roman Collignon, qui est très connu en marketing. Lui, il utilise par exemple le symbole du, comment on appelle ça, pas un tourbillon, mais j'ai oublié le nom. Bref, en fait, un espèce de vortex, tu vois. Pour lui, un tunnel de vente, c'est un vortex. C'est-à-dire que si à partir du moment où tu touches la périphérie, tu vas être aspiré, tu vas être aspiré, etc. Et toute la construction de sa formation va tourner autour d'un vortex, tu vois, qui va faire que le client finalement va venir chez toi. Donc, quand tu structures ton discours à la fois sur un levier émotionnel et sur un levier symbolique, on dit tiens, le mécanisme qu'il utilise, j'en avais jamais entendu parler. La façon dont je vais agencer ce que j'enseigne, ça, j'avais pas compris à quel point ce symbole va permettre de trouver une harmonie dans ce que j'explique, tu vois. Donc, quand tu as le levier émotionnel, tu as le levier symbolique, et qu'en plus de tout, tu couples ça avec ta propre légende personnelle, finalement, la technique, les pixels, les machins, si tu veux, moi, la technique est beaucoup moins… Elle vient au service de ça, elle est moins importante. Et moi, je suis la preuve, tu vois, vraiment que j'ai explosé sur Facebook alors que je faisais vraiment de la merde en termes de marketing. Excuse-moi de parler comme ça. Aucun problème. Et y compris, si tu veux, si tu as visité mon blog, il est juste minable. L'esthétique est juste catastrophique, si tu veux. Là, il y a tout à repenser, il y a tout à refaire. Je l'ai fait moi parce que je savais pas utiliser WordPress, tu vois. Et j'ai fait tant bien que mal un truc, mais qui est super moche. Pareil pour la couverture de mon bouquin, tu vois. Et les puristes vont dire, mais tu vois, on peut pas réussir en faisant un truc pareil. Eh ben non, parce que si ça vibre fort, eh ben poum, les gens viennent, quoi. T'es venu aller chercher chez les personnes, chez tes clients, en fait, des leviers émotionnels. Tu allais simplement leur parler de ce qu'eux, ils ressentaient précisément. Donc, c'est ça. Inévitablement, que ta page de couverture de bouquin soit magnifique ou que ton site soit esthétique ou que tu aies un super logo. J'étais avec Mélissa Normandin-Robert, j'ai encore ce week-end, on parlait de ça.
Ouais. on s'en fout en fait On s'en fout. de ton Ouais, logo. ça va faire. Après, c'est bien de respecter. Moi, je vais Oui, dire, je vais m'y mettre à faire un truc bien un peu sûr, mais c'est pas dans la moi. priorité, quoi. Ce que je veux dire, au Non. début, il y a beaucoup de gens qui se mettent en tête de dire ah, ben je communiquerai sur mon offre lorsque mon site sera propre, lorsque j'aurai un beau logo, lorsque j'aurai une belle charte graphique. Et en C'est fait, ça. tu vois, bah, tu donnes ton exemple. Finalement, toi-même, tu dis bah, j'ai pas vraiment fait d'effort pour travailler sur cet aspect-là. Et pour autant, j'ai cartonné avec mes Ça, publicités c'est ça. Facebook. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, je touche tellement les gens en allant les rejoindre à l'endroit où ils sont que Mmh, du coup, moi, les messages que je reçois, c'est on dirait ma sœur, tu vois. Ils m'appellent mmh. ma sœur, ma truc. Enfin, tu vois, il y a vraiment comme si je racontais Ah, leur j'aime vie. bien. Un lien très fort qui se fait, ce qui fait que je peux mettre le pixel n'importe où, il marche pas. Enfin, tu vois, ça transforme quand même parce que le discours est cohérent, quoi, et il touche et il vient chercher les gens à l'endroit où ils sont, tu vois. Mmh. Euh, Ouais, ça m'amène finalement à une autre question, parce que là, on parlait de leviers qu'on peut mettre en place. ouais, Toi qui as appris à peu près tout toute seule, si mes mm, souvenirs sont bons, c'est ça. tu nous parles aussi dans un de tes articles, j'ai lu ce matin, de l'utilité du marketing et l'utilité de euh, proposer son savoir-faire, son expertise sur Internet et pour se créer des clients. Oui. Selon toi, c'est quoi un bon marketing? Un bon marketing, bah, c'est celui qui est capable si tu veux, de donner un message qui, 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 qui permet de toucher les gens et surtout de transformer, enfin, de contribuer à quelque chose qui est plus grand que soi. C'est-à-dire que pour moi, le marketing, c'est un outil qui doit être au service de quelque chose. Mhm. Sinon, il manque une dimension. Tu vois, pour moi, au niveau humain, il y a quatre dimensions qui sont essentielles. C'est la dimension émotionnelle, il y a la dimension du savoir, il y a la dimension de ta place et ce à quoi tu vibres, mais il y a la dimension de à quoi tu contribues. Et ça, un marketing, si tu veux, c'est un outil, hein, c'est un outil comme un autre. Euh, L'important, c'est pour moi de le mettre, enfin, dans l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui en termes mondial, c'est de le mettre à quelque chose, au service de Au quelque chose service. qui contribue au changement de demain. Et je pense que le futur ira vers ce type de projet Mhm. parce que ça devient urgent, parce que ben, ça devient aussi la chose essentielle du moment, je crois. On est obligé de voir que sur le long terme, ça va devenir la priorité. Mhm. Et, euh, et je pense que quand on se sert de cet outil-là pour transformer à la fois les gens et en plus pour contribuer à quelque chose qui change le monde, on a ce pouvoir de contribution comme ça dans notre salon. Moi, je fais des webinaires. Demain, voilà, j'ai 2500 personnes qui auraient pu penser que je pouvais avoir cette audience-là. Tu vois, il n'y a qu'Internet qui permet de faire ça. Mhm. Et je crois que si chacun se sent utile à notre hauteur, quelque part, en ayant le sentiment de contribuer à quelque chose, le monde changera vite, quoi. Ouais, totalement. Mais moi, en fait, quand je t'entends parler, ce que je retiens, c'est que tu as un message fort, tu es animé par ce que tu fais, tu Mm. as une audience qui est super engagée. Mm. Et voilà, en termes de stratégie, bien entendu, tu te formes et tu te fais accompagner Oui. par les bonnes personnes. Mais j'ai pas l'impression que tu sois une super geek d'Internet et que ce soit Pas du tout. absolument ton truc. Et pour autant, tu vois, ça fonctionne. Oui, Euh, c'est ça. Tu nous as parlé d'émotions, de savoir, de contribution. Un bon marketing aujourd'hui, c'est pas forcément de faire du courriel, faire de la publicité tout le temps à outrance, mais c'est surtout de quelle valeur on va mettre dans ces contenus-là, quelle valeur on va apporter. euh, Et puis, par quoi tu es animé? Parce que moi, au départ, si tu veux, mon objectif, c'est pas de prendre. Et hmm, souvent, moi, je vois que il y a des gens qui viennent en fait sur Facebook ou quand on a un objectif de gagner de l'argent ouais, ou de prendre quelque chose. Et pour moi, un bon marketing, l'intention première, c'est de donner. hmm, Et moi, mes poèmes, si tu veux, ils véhiculaient une émotion forte chez moi avec une volonté forte de transmettre un message aux gens. Et du coup, je pense que énergétiquement, ça se ressent. Quand tu crées un article parce que tu as l'intention de transformer les gens, de transformer le monde parce que tu enseignes, mon objectif premier, c'est transmettre. ouais, Tu vois, quand je veux faire des conférences, je veux transmettre, je veux toucher. Et quand tu as cette intention-là, au départ, c'est la base d'un bon marketing pour moi. hmm. Le, le, après, le reste suit, tu vois. Donc, Ça part d'une moi, intention en fait.
c'est ça, ça part de ton intention première, que tu te sentir utile et de transformer les choses. C'est le chapeau, si tu veux, de ta fusée qui fait que la vision que tu as, c'est elle qui va porter. Alors, tu peux être animé de je veux être riche, c'est pas la question, et j'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Je dis juste que, effectivement, quand les gens sentent que tu as envie de donner quelque chose, ben, ils sont plus enclins à te suivre sur le long terme plutôt que s'ils sentent que tu as envie de vendre un atelier ou un programme dans le mois, quoi. Et ça, c'est une stratégie de long terme qui fait que moi, ben, sur Facebook, j'ai commencé à mettre des poèmes. J'avais 200, puis ça a fait le buzz. Et puis, je mettais des poèmes. Je ne cherchais même pas à vendre au Ouais, début. c'est ça. J'avais même pas de lead magnet, j'avais pas de produits, j'avais pas de trucs. Mais voilà, pouf, c'est parti parce que le fond, il y avait quelque chose à transmettre et qui touchait les gens et qui leur faisait du bien. Toi, tu te sentais vraiment dans une démarche de je vais offrir quelque chose. C'est Aujourd'hui, ça, c'est ça que j'ai envie de donner. c'est ça. C'était tes poèmes. Et en Oui, fait, ça a certainement très, très bien marché parce que tu étais au contraire pas dans cette démarche de ah, mais après, regarde, j'ai un programme, je vais vous oui, vendre ça, ça. oui. Donc, en l'occurrence, je pense Et que ça ne veut pas dire que je ne veux pas vendre le programme derrière, tu vois, oui, parce que bien je sûr. sais que ça va changer les gens. Mais Hmm. mon intention première, elle est de changer les gens, elle est de les aider, tu vois. Et ça se sent, je pense, dans ce on peut donner. Et du coup, la page Facebook ou ce que je donne, ce sont toujours des articles avec du contenu, avec l'intention de transformer, même s'ils n'achètent pas. Derrière, il y a une volonté de leur donner le plus possible. En tout cas dans la mesure du possible. Et bien sûr, après, je suis pas bête. Hein, je sais qu'il faut le nerf de la guerre pour que je contribue à grandir Encore encore. plus. C'est d'attirer effectivement de l'argent dans mon entreprise pour continuer à faire que ça grandisse, pour embaucher des gens, etc., etc. Tu vois. Hmm. Euh, je pensais à nos vies d'entrepreneurs, là, comme on les vit, comme on les expérimente sur Internet. Et je pense on a tous nos paliers, nos croyances. Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des croyances comme quoi ils peuvent pas utiliser le web pour vendre, ils n'ont pas la bonne compétence, ils n'ont pas la bonne Ouais. syndrome de l'imposteur, etc. Euh, Toi, Caroline, comment tu gères, qu'est-ce que tu fais lorsque tu es confronté à quelque chose que tu connais pas, ou en tout Mm. cas que tu nourris certaines croyances qui t'empêchent de passer un cap? Ouais. Moi, ma stratégie, c'est toujours, si tu veux, au lieu enfin, c'est d'identifier la stratégie que je vais avoir de survie, Mhm. qui est en général une stratégie qui est absolument pas consciente. C'est-à-dire que quand il y a une peur, l'humain est constitué de telle sorte qu'au lieu de sentir cette peur et de voir qu'est-ce qu'il faut faire avec, il a tendance à mettre en place des stratégies qui est la fermeture. Tu vois, Ouais. ils ont tendance à figer le corps ou à prendre la fuite. Tu vois, parce que c'est trop douloureux à traverser une peur. Et Mhm. quand tu fais ça, eh ben forcément, tu peux pas avancer. Tu vois, si par exemple j'ai la peur de pas être à la hauteur, Mhm. forcément ma stratégie, ça va être surtout de pas avancer parce que si j'avance, je vais être confrontée à un truc qui est juste insoutenable, quoi. Mhm. Et du coup, je vais procrastiner ou je vais faire semblant. Enfin, en tout cas, je vais Stratégie rien. d'évitement. Voilà. Alors que pour moi, si tu veux, moi, la seule issue quand j'ai une peur, c'est d'aller dans le sens de la peur, en fait. Parce que Ok. euh, c'est la seule façon, finalement, de voir que ce dragon, il n'est pas d'abord si gros que ça. Et que Mhm. la seule façon de grandir dans ma confiance, si tu veux, quelqu'un de confiant, c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur, il a peur comme les autres, sauf qu'il avance parce qu'il sait que derrière la peur, il y a une Il y a énergie de quelque dingue chose. plus je vais éviter ma peur et plus elle va grandir et plus elle va me dominer et plus cette stratégie d'évitement face à je suis pas à la hauteur va faire que je me sentirai encore plus pas à la hauteur parce que Ok. je serai petit, rabougri dans ma zone de confort, j'aurai rien réussi à faire. Donc on ne peut pas porter 400 kilos si d'abord je suis pas capable de porter une plume. Mhm. Et c'est vrai que si porter une plume, ben, j'ai la croyance que je suis pas à la hauteur, je vais dire ah ben ouais une plume c'est minable. Mais j'ai besoin de démarrer par le fait de me sentir minable pour me sentir grand plus tard. Donc, Euh, oui, ce que tu nous dis, c'est que, en fait, finalement, le passage à l'action par rapport à ta peur, et c'est ça qui va te permettre de la dépasser. Et en fait, quand tu comprends le mécanisme et le système de je fais les choses dont j'ai peur, qu'est-ce oui, qui en ressort? On c'est ça. arrive à tirer une sorte de Oui, pattern qu'on peut oui. réutiliser après pour la suite. Et surtout, de ne pas faire l'économie de faire que l'émotion, la peur, tu vas la vibrer, tu vas peut-être même la sortir par les trous de nez, tu vas trembler. Tu ne peux pas faire l'économie de ça quand tu es Ouais. entrepreneur. Moi, je te donne un exemple. Hein, mon livre, qui est un livre si tu le lis, bon, je m'amuse avec ça en disant on dirait une fumeuse de moquette.
Mais moi, j'ai des parents qui greffent des cœurs poumons, tu vois, qui sont hyper cartésiens, Ouais. piscine, 4x4, machin. J'ai écrit un livre, c'est un livre de taré. La peur qu'on me juge, Ouais. elle était énorme. Elle était énorme. Et en plus, moi, j'avais mes amis qui se foutaient de ma gueule en disant allez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a arrêté son job, elle parle à la c'est n'importe quoi. Tu sais, ça correspondait pas aux valeurs Hmm. de la famille dans laquelle je m'étais incarnée, des amis que j'avais, enfin, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais quand je me suis mis à faire ce que j'aimais, il y a personne qui m'a dit vas-y ma petite chérie, tu vois. Oui, Ouais. j'avais la peur du jugement, j'avais la peur d'être humiliée, j'avais la peur d'être raillée, j'avais la peur d'avoir écrit n'importe quoi. Quand j'ai lu les premières lignes, je me suis dit mais c'est nul, pourquoi tu veux écrire un livre? Si t'es pas capable de passer ces étapes-là, on est capable de rien réussir du tout, quoi. Ouais. Et oui, j'ai eu peur, terriblement peur, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est la seule issue pour créer quelque chose, c'est d'être capable de, de, de vivre ça dans sa chair, quoi. Ouais. De le vivre, de l'expérimenter, mais aussi pas forcément de se laisser, comme tu le disais, dominer. Mais Mm. tiens, ok, quelles actions je peux mettre en quelles petites actions, tu sais, Martin, il parle de petites actions imparfaites, Ouais, j'aime bien ça. c'est ça. Quelles petites actions je peux mettre en place qui vont me permettre d'aller dominer cette peur? Parce que parfois, tu le disais tout à l'heure, on peut pas porter 400 kilos d'un coup. Donc, Non, pour aller dépasser cette peur-là, entre guillemets, on a faut se besoin de confronter. passer par, Ouais, voilà, faut se c'est ça. confronter et passer par des petites étapes auparavant. Ben, imagine, moi, quand Martin me dit, ben voilà, tu vas monter sur scène de 1000 personnes, j'étais tétanisée. J'ai même écrit un mail en me disant que je sais même pas si je vais te dire oui, tu vois. Ouais. Je suis tétanisée, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? Enfin, je suis idiote. Enfin, je le lui ai écrit en me disant, mais c'est juste le pire truc qui puisse m'arriver, si tu veux. Donc, forcément, tu as peur. Forcément, tu as peur. Puis quand tu répètes ton truc, tu dis, mon Dieu, mais c'est nul. Enfin, voilà, ça fait partie du chemin. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose. Je suis certain que tu avais un grand désir de passer sur scène. C'est vraiment quelque chose dont tu avais vraiment envie. Et pour autant, quand ça s'est présenté, tu avais très peur. Donc, je pense que Ouais, derrière toute peur, il y a un énorme désir, tu vois. c'est ça. Et là, comment tu fais? Enfin, là, en l'occurrence, tu vois, on voit le schéma de pensée, quoi. J'avais vraiment envie de ça, mais quand ça s'est présenté, j'en avais tellement peur que je savais même plus comment je vais faire ou si j'avais envie C'est de le ça. faire. Ouais. Et si je me plante, et si machin, et si Et qu'est-ce truc, qui et peut se ouais, ouais. passer? Et ça m'est déjà arrivé d'aller sur scène et de me planter, tu vois, avec gros trou de mémoire. Donc, je veux dire, c'est des trucs que tu as besoin d'expérimenter pour grandir. Je veux dire, Mm. tu fais du vélo, tu te casses la figure, quoi. T'écris, les premières lignes sont forcément nulles. Euh, voilà, ça fait partie du chemin. Et puis, la deuxième fois, la ligne sera meilleure. Puis la troisième fois, encore meilleure, Mm. tu vois. Mais au début, ouais, tu peux pas écrire un truc qui soit du Proust, quoi. Ouais. Et moi, il y a encore plein d'erreurs, hein. Je le dis d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que c'est l'action imparfaite inspirante. Je suis vraiment la caricature du truc, si tu veux. C'est forcément tout imparfait. Le blog est imparfait, le roman est imparfait, mais ça marche parce qu'il y a du cœur, parce qu'il y a un vrai message. Mm. Et parce que j'ai traversé aussi ben voilà, toutes les peurs. Enfin, je crois que, en fait, quand tu es sur alors, mission de vie, c'est un peu compliqué à dire comme mot, mais tu vois, quand tu es vraiment Ah, c'est sur ton sur X, ton comme disent X, les Québécois. ouais, eh ben, tu vis tout ce que tu voulais surtout pas vivre, en fait. Ouais. Toi, tu as cette phase de résistance comme un accouchement où dire, pétard, mais je crois que derrière ta plus grande peur, tu as tes plus grandes pépites. Ouais. Donc, c'est bon signe. Hmm. En tout cas, quand elles sont pas rationnelles, hein. Par rapport à tes challenges là, depuis que tu t'es lancé, est-ce qu'il y a un challenge en particulier dont tu te rappelles et comment tu as fait pour le surmonter en tant qu'entrepreneur? Ben, le challenge, ça a été l'écriture de romans. Ouais. Euh, ça a été, ben voilà, c'est fait. L'autre, c'était que je voulais faire de la scène. Ok. Voilà, donc ça, c'est en passe de grandir aussi, tu vois. Ouais. Voilà, puis je crois que je me mets toujours des défis chaque fois, tu vois. Là, j'aimerais bien faire un. Alors après, c'est un projet, mais au milieu de 10 projets, il y en a sûrement plein qui vont avorter et d'autres qui vont. Mais tu vois, de faire un one-woman show de développement personnel, parce que il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête et moi j'aime beaucoup rire autour de ces Ouais. thématiques-là. Tu vois. Voilà, donc Ça serait quelque chose que toi, tu n'as pas encore fait et que tu rêverais de faire ou qui par t'aimerait exemple, explorer. ouais, c'est ça. Tu vois, un truc comique qui mélange comique et qui fasse bouger les gens. Voilà. Et puis en même temps qu'il les touche. Tu vois, donc, mais vraiment, c'est le côté artistique, moi, qui m'anime profondément. Et plus je vais sur ma voie, et moins, et plus je suis sur de l'artistique, tu vois. Ouais.
C'est marrant, je parlais justement, j'ai fait une interview avec Martin il y a quelques jours là, et on parlait justement de nourrir ce côté artistique et de comment on performe, comment on améliore son art tout le temps. Et je sais que Martin, il est aussi sensible à ça, amener d'autres caractéristiques dans le business que C'est ça. simplement des choses très concrètes, etc. Ouais. Et puis surtout, moi, tu vois, quand j'amène sur scène, moi, ma plus grande peur, c'était quand même parce que j'ai parlé de Merlin l'Enchanteur quand même, que les gens le sachent, sur une scène de 1000 Sur une scène personnes de 1000 personnes. qui sont censées faire grandir le business, tu vois. Et moi, j'amène Merlin l'Enchanteur. Tu vois, mais c'est quoi ce truc? Ouais, c'est aussi amener le monde de la magie, du rêve, tu vois, Hmm. aussi des choses qui nous dépassent. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très cartésien. Il m'est arrivé des choses tellement fortes et qui m'ont dépassé en termes de rationalité. Je pense qu'il y a aussi cette dimension à amener dans nos vies d'entrepreneurs où on n'a pas la main sur tout. Bien sûr. Et il y a peut-être des choses qui contribuent aussi à ce que les choses aillent dans le bon sens. Et voilà, c'est mon côté un peu Merlin l'Enchanteur dans l'âme, mais voilà, j'ai cette façon de l'amener sur scène qui fait aussi ma marque de fabrique qui est un peu différente des autres, quoi. Et c'est Ouais, un bah, sacré pari aussi d'amener ça. J'amène ça dans les entreprises aussi, figure-toi. C'est-à-dire que je leur fais faire des roues de médecine. Roues de médecine, c'est des trucs qui viennent des chamans, tu vois. Donc, ouais. voilà, j'ai créé un modèle économique, tu vois, avec cette roue de médecine-là. Voilà, c'est aussi aujourd'hui, on est amené à marier des mondes qui normalement ne sont pas censés fonctionner. Et quand on arrive ensemble, en tout cas, et quand on arrive à faire fonctionner des univers différents ensemble comme ça, Hmm. on trouve aussi une différence par rapport aux autres. Et moi, ma différence, c'est aussi ça. Et si chaque entrepreneur pouvait oser aller dans leurs différences, même Ouais. s'ils ont peur d'être jugés, les choses seraient différentes. Ça, c'est peut-être une clé qu'on peut aussi rajouter à ce qu'on disait tout à l'heure, là, le fait quand on disait de prendre sa place, Ouais, d'oser, bah, voilà, d'oser se révéler et d'oser être qui on est c'est avec ça. ses forces et ses faiblesses. Ouais, Ah, ça, c'est souvent des grands défis chez les entrepreneurs. ouais. Et c'est Oui, vrai parce que qu'on essaye de se conformer à quelque chose et puis on se dit si on s'autorise à être soi, ben, ça ne fait pas partie du moule dans lequel je mm, suis. Et justement, je crois que ce qu'on nous demande en tant qu'entrepreneur, c'est de se connecter à cette différence-là et oser l'amener, mm, oser marier des choses qui peut-être fonctionnent pas. Tu vois, pour moi, bah, j'utilise toujours des symboles, mais l'arc-en-ciel est né quand il pleut et il fait beau en même temps. Tu vois, c'est quand tu es capable de te trouver à mm. l'intersection de la pluie et du beau temps, tu vas créer un truc qui, waouh, les gens vont être comme scotchés, tu vois. Euh, voilà, c'est important d'amener ça, je crois. Là, on voit la puissance de la symbolique. Parce qu'on Oui, on voit très bien le truc de l'arc-en-ciel qui est très joli, très coloré, qui a beaucoup de puissance. Et ouais, pourtant, ça vient quoi? De la pluie et du beau temps. c'est ça. Et ça, tu peux le mettre, tu sais, au niveau émotionnel ou si je sais pas qui c'est qui m'envoie depuis tout à l'heure des textos. Si t'es capable à la fois mettre ton ombre et ta lumière, tu vois, au même endroit, de connecter aussi tes faiblesses, parce que ça aussi c'est important. La plupart des gens montrent que leur force. On parle que du soleil, on parle que de ce qui est beau, de la joie, et puis personne montre sa vulnérabilité, le fait Mm, que ouais, le matin il se lève, il pleure, il a des choses, des défis, tu vois. Et quand tu es capable de mettre de la pluie et du beau temps et que tu les amènes sur scène ou dans un texte, ben, là tu vas être différent. Et là, mm. tu vas te trouver dans un entre-deux à mon avis, en termes d'énergie, est bien plus puissant que le reste. Excellent, merci Caroline. Et Tout à je ne sais l'heure, pas si je pars pas trop en délire, hein, parce des fois, il faut me calmer aussi. Je non, pars non, mais écoute, dans des volets lyriques. tu parlais tout à l'heure de Merlin l'Enchanteur, là, ça me fait penser à quelque chose. On part un peu dans le côté un peu magie, tu vois. Ouais, Si jamais tu avais une baguette magique et que tu pouvais ouais. changer juste une seule chose dans ton business, aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait pouvoir sous-traiter toute la partie technique et m'occuper que de la créativité. Ok. Voilà, je le fais de plus en plus, tu vois, mais c'est le truc qui est le moins aligné avec ce que je suis profondément. Hmm. Je l'ai fait, j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis pour que Pour que ça ça démarre, pour que ça. avance. C'est le cas aujourd'hui. Voilà. Mais c'est la partie qui m'embête le plus, Ouais. tu vois. Ouais, Est-ce j'aimerais que, m'occuper que du côté stratégique et du côté contenu créatif, tu vois. hmm. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument avoir mis les mains dans le cambouis avant de déléguer? Ou est-ce que, parce que toi maintenant, tu sais ce que tu as à déléguer, tu sais que Ouais, la partie technique, comment faire ton tunnel, tout ça, tu sais comment faire.
Est-ce que tu penses que ça a une plus-value pour toi de savoir comment le faire et du coup de pouvoir… Pour moi, carrément. Parce que je sais comment ça fonctionne et que si je sous-traite, je ne serai pas dépendant de la personne à Voilà. qui je sous-traite. Bon, après, il y a des gens qui le font absolument pas et qui démarrent dès comme ça et c'est très bien aussi. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les trucs. Hein, donc, ça, je connais, c'est une de mes faiblesses. Donc, j'aime bien avoir le contrôle des choses. Donc, j'ai un petit peu du mal à déléguer toute une partie, de ne pas savoir de quoi ça parle et pas savoir comment on fait. Mais c'est ma nature. Hein, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Ok. Mais c'est vrai que c'est quand même important de ne pas être complètement tributaire de la personne qui La va faire personne, ça. ouais. Si tu veux avoir la main sur ton… Sauf si tu t'associes. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Hmm. J'imagine que du coup, si tu as envie d'aujourd'hui de déléguer un maximum de tâches qui ont moins de valeur pour toi, c'est pour te concentrer sur d'autres tâches qui ont de la valeur. Oui, Et que du oui. coup, tu organises certainement ta journée de manière bien particulière. Dans ta vie au quotidien, c'est quoi ton scénario de ton 24 heures idéal? Comment tu restes focus sur ton business? Ouais, Parce eh que ben, dans notre vie, voilà, par rapport à la vie de famille, la vie d'entrepreneur, le travail, tout ça, comment tu gères tous ces domaines de vie-là? ouais, d'autant plus que moi, je suis mère célibataire, hein, donc j'ai 2 enfants que je Hmm. gère seule, à temps plein, etc. La gestion du temps est essentielle. Hmm. Euh, Moi, en fait, je me fixe une grosse priorité par trimestre pour essayer Ok. de… Parce que quand on est créatif, on a tendance à vouloir faire plein de trucs en même temps. Mais une Ouais. grosse priorité, tu vois, c'est vraiment une chose, un objectif, enfin une vision très, très claire de ce que je vais faire dans le trimestre. Et autour de ça, après, ben, je planifie mes mois en fonction de cette tâche-là. Parce que les priorités, on a tendance à les mettre de côté. Ouais. Parce qu'on gère l'urgent, on gère l'urgent important, on gère l'urgent pas important, mais rarement l'important et pas urgent. Ouais. Et c'est ça qui va faire que le business va On continuer va se à croître dans développer. le futur. C'est quand on est capable comme ça de mettre ça en priorité Hmm. dans son agenda. Après, une fois que j'ai mis cette priorité-là, je mets aussi la priorité famille. Ouais. Parce que ça fait partie de mon quotidien. Et puis la priorité qui est la mienne, c'est-à-dire mes loisirs. Ok. Et une fois que ces grosses pierres sont mises, je gère ce que j'appelle les petites pierres et les grains de sable. Voilà. Mais j'ai bien pris soin de mettre sur mon agenda ce qui était réellement important pour moi Ok. et Donc qu'on tu a prends des tendance à oublier. moments, tu prends dans ta vie, dans ta journée, on va dire La idéale. journée idéale, je prends tu- énormément de temps pour moi, oui. Ouais. Déjà, je finis de travailler ces 4-5 heures, Ok. euh, voilà, parce qu'il y a les enfants. En vacances, là, je dois me lever à 10 heures du mat. Ok. Donc, les journées idéales pour moi, c'est 4 heures de travail. Ok. Mais mercredi, je travaille rarement et les week-ends, jamais. D'accord. Voilà. Après, comme mon travail est une passion, si tu veux, mes créations, l'écriture et tout, Ça je vient peux tout le faire ça temps, le quoi. week-end en me levant. Tu Hmm. vois, ça c'est un loisir. Tu vois, Hmm. par contre, les tâches un peu embêtantes qu'on doit faire quand on gère un business, voilà, je les mets entre 10 et 15 heures, je vais dire. Ça, tu as cadré ça. Parce que c'est vraiment Ouais. une question importante. Tu vois, moi-même, je suis tombé dans ce piège-là de travailler 10 heures, 10 heures, 12 heures par jour et Ouais. finalement de ne plus être productif comme avant. Et c'est vraiment une question qui, en ce moment, m'intéresse beaucoup, la productivité. Et je pense que c'est important de cadrer. Là, tu vois, tu me dis que toi, tu cadres vraiment tes temps de Et travail. non seulement je cadre, mais en plus, si tu veux, là, par exemple, je sors alors pas celui-là de Mastermind, mais quand je suis revenue je suis partie en Mastermind à l'île Maurice, Ok. tu vois, il y a 2 mois avec des entrepreneurs et tout ça. Et l'énergie de l'île Maurice, si tu veux, c'est, tu commandes un café, le mec, il met 4h30 avant de te l'amener, tu vois. Et toi, qui fonctionne un peu en européen, tu as tendance, tu vois, à être, À être surtout moi, je suis dans pressé. le rapide, à être même dans une frustration et un énervement, tu vois, quand ton café n'arrive pas dans 2 minutes. Mhm. Et du coup, d'avoir passé 10 jours là-bas, mon énergie a complètement. Après, j'étais complètement raplapla, tu vois. Et je suis rentrée et en fait, j'ai écouté ce qui se passait en moi. Je n'avais plus envie de rien faire. Et je n'ai rien fait pendant bien 1 mois et demi, 2 mois. Ok. C'est-à-dire que je me mets à écouter ça parce que je sais qu'après, je vais intégrer d'autres dimensions et il y aura la place pour que d'autres trucs rentrent. Hmm. Et je refuse d'être en mode émission totale, Hmm. stress total comme j'ai pu l'être avant. Et j'écoute les signaux de ma fatigue et il faut être capable aussi de les entendre. Parce que pour moi, c'est ça être dans le flow. Ouais.
Donc, écouter les signaux et s'autoriser aussi à, dans certaines périodes, se dire, OK, là, je crois que j'ai besoin un peu de prendre du temps parce que ça ne veut pas forcément dire que le business n'avance pas et qu'on ne Non, il travaille pas. avance. C'est juste, on prend aussi soin Et de il nous. avance sur d'autres plans en termes de productivité. Quand tu vas écrire après 15 jours de repos, Mhm. ça n'a pas du tout le même impact que quand tu écris et que Fatigué tu comme tout. et puis tu as des nouvelles idées. Enfin, moi qui suis très intuitive, le livre, je l'écris, je faisais rien. C'est-à-dire que c'était tout, tu vois, tu es comme un canal de choses qui te traversent parce que pour moi, on est des récepteurs, tu vois. La créativité, c'est pas quelque chose qui est un savoir, tu es canal tu vois, c'est comme si tu étais juste un récepteur et il y a des idées qui vont te traverser, quoi. Mhm. Et si tu veux être créatif dans ton business, il faut avoir des temps où tu fais rien du tout parce que c'est comme ça que tu vas être traversé par des idées de génie. OK. Les génies, c'est rarement des gens. Alors, je ne dis pas que je suis un génie, loin de là. Je dis juste que les idées géniales, elles viennent quand tu ne fais rien. Ouais. Mais c'est vrai, je remarque que la plupart des bonnes idées que j'ai eues ou des idées, je me suis dit, ah, ça, je vais vraiment l'utiliser. C'était pas des périodes où j'étais derrière mon ordinateur en train de me chercher mon truc absolument. C'est, je sais pas, en train de faire autre chose sous la douche ou en montagne. C'est marrant parce que c'est là où on est connecté finalement. Ouais, on devient canal de. Si t'es comme ça, il n'y a rien qui peut rentrer. Mhm. Puis t'es trop plein, toi, tu es full. Donc, quand bien même il y aurait une super idée qui passe, parce que pour moi, si tu veux, le monde de l'idée, c'est en dehors de nous. Tu vois, c'est quelque chose qui préexiste à nous et qui est en dehors de nous. Alors, tu l'appelles force, tu l'appelles énergie, tu l'appelles comme tu veux. Mais il faut être, pour recevoir ça, il faut être. Alors, je vais employer des mots un peu. Mais il faut être un réceptacle, quoi. Ouais. Faut pas être un émetteur. Et c'est la fonction du féminin d'être réceptacle. Hein. C'est pas pour rien qu'on parle de trucs comme Graal et tout. Donc, Mhm. nous, on est creux, vous êtes plutôt en émission. Mais ça, c'est conjoncturel. Mais cette façon d'être creux, on ne nous l'enseigne pas. Et même dans notre société, on dit non, le creux, c'est pas bon, il faut toujours le remplir par des choses. Tu vois, même à la limite, on est gavé. Mhm. Et le féminin, alors c'est pour ça que moi je parle de marketing au féminin, c'est ce marketing émotionnel, ce marketing intuitif et cette capacité à être en réception parce qu'on est dans du silence, tu vois. Ouais. Et le silence, c'est le plus bel endroit de la création. Enfin, tu vois, dans le silence, tu perçois d'autres trucs Mhm. et c'est là où tu deviens vraiment un vrai créateur de choses qui n'existent pas parce que tu es, un canal pour ça. Donc voilà, il y a plusieurs moments, il y a plusieurs phases dans une journée, et puis il y a aussi des phases pour créer qui sont pas forcément celles où tu es dans des modes de travail bien précis. Non, ouais, c'est ça. Ok. C'est plus un mode, ouais, tu regardes une fleur, tu vois, tu médites, tu es posé, etc. Puis d'un coup, je sais pas, il y a des fulgurances. Ah ouais, ça, tu vois, tu les notes rapides. Mais pour ça, c'est difficile quand tu es à fond, Ouais. quoi. C'est pas possible. Mm. Ça, je partage cet avis. Mm. Ouais. Euh, Bah écoute, j'ai une dernière question. Ce serait si tu avais deux conseils comme ça que tu aurais aimé qu'on te donne quand, juste avant que tes affaires commencent à bien fonctionner, sur la suite des choses à faire. Mm. Euh, alors, moi, figure-toi que ces conseils-là, on les a donnés. Ok, Ça rejoint un bah, peu, parfait dans ce cas. ouais, ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire, tu vois, c'est que je me souviens encore c'était une journée avec des entrepreneurs et tout, puis on a regardé mon agenda et on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Hmm. Pourquoi tu es en train de faire ces tâches-là? Et moi tu vois, qui avait rien regardé de la journée de 4 heures, ces trucs comme ça, tu sais, je dis, mais pourquoi il faut bien que je les fasse, tu vois? Et on m'a dit, non, mais les tâches sur lesquelles tu as, toi, réellement de la valeur ajoutée, ce sont lesquelles? Hmm. Et là, bah, j'ai dit, bah, c'est quand je crée, machin. Et donc là, quand moi, toutes mes journées, je me suis rendu compte qu'elles étaient dans la comptabilité, faire les machins, marketing, etc. Tu vois, c'est qu'en gros, j'avais pas pris conscience qu'il y avait des heures qui étaient potentiellement monnayables à 1000, 5000 euros. Ouais. C'était ce qui était issu de ma créativité. Et que les tâches que je pouvais déléguer, tu vois, comme
comme la comptabilité, l'administratif, la gestion de la page Facebook, enfin tous ces trucs comme ça, que je perdais un temps de fou à faire des choses sur lesquelles j'apportais aucune valeur ajoutée. Mhm. Et, Et ben, qui en plus te j'avais coûtait pas, très cher. et bien, on me coûtait très cher, mais je me rendais pas compte. Pour moi, c'est une économie, tu vois. Ah oui. J'allais Mais pas dépenser d'argent. ça, c'est incroyablement important et je l'ai compris il y a peu de temps en discutant avec Simon Caporossi. C'est Mm. que quand on a compris la valeur de notre taux horaire, de la valeur qu'on peut apporter réelle versus les choses qu'on fait, notre site web, notre page Facebook, la publicité, tout ça. Quand tu vois tout ce qui coûte moins cher que finalement ton taux horaire, on devrait pas le faire en fait. C'est ça. On a l'impression d'en faire des économies, mais en vérité, ça nous coûte plus cher. D'où l'importance de s'entourer de mentors qui peuvent, tu vois, d'un coup, moi, j'avais fait un éclair de génie quoi, en disant, mais ouais. Et puis, il y avait aussi Martin nous avait fait scinder tout ce qui était in the business ou on the business, tu vois. Donc, ben, quels sont les types de tâches que tu peux déléguer et quelles sont les tâches que toi, tu dois continuer à faire, Faire tu quoi? vois. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a même des endroits où je culpabilisais, tu vois, quand je paye quand même beaucoup de gens maintenant, enfin beaucoup de gens, j'ai 3 personnes, alors que j'aurais jamais osé. J'ai pris le pas justement cette année de dire, ben, chaque personne a une tâche particulière. Et quand des fois je fais rien et je me dis, tiens, ces gens-là font ça, et je culpabilisais, si tu veux, de payer pour prendre du temps libre quelque part. Hein, parce qu'au Hmm. début, ça m'a servi même à ça. Bah oui, Et en fait, non, pas du tout. Ce temps libre, il est créatif, il est sur d'autres choses, quoi. Tu te il vaut reposes. énormément d'argent. Hmm, hmm. Donc, c'est un réel investissement. Donc, ça, pour moi, ça a été le conseil en or. Ça a été genre, waouh, en fait, je remplis mes journées de tâches qui me bouffent du temps et qui me rapportent à rien, si ce n'est une économie de 20 euros, tu vois, au taux horaire, alors que moi, mon heure, elle est bien plus chère que ça, quoi. Ça, Voilà. c'est une clé. Merci Caroline de parler de ça parce que c'est vraiment une clé importante et qu'on ne saisit pas bien au début parce qu'on a vraiment le sentiment de dire si je fais tout moi-même, je vais faire plein d'économies. Et au Non. début, on n'a pas forcément d'ailleurs, on n'a pas forcément les moyens de déléguer, mais au final, quand on regarde comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire pendant ce temps-là qui va pouvoir me générer plus de revenus avec Mm. lequel je vais pouvoir déléguer des tâches pour lesquelles je ne suis pas du tout fait, quoi. Exactement. Et tu vois, là, il y a aussi une peur à faire parce que c'est vrai qu'au départ, tu fais ça, tu as un investissement, donc tu mets de l'argent sur la table Mm. parce que tu n'as pas encore gagné le bénéfice que tu vas en retirer parce Mm. qu'il faut un certain temps pour que ces heures-là créatives puissent avoir ce retour sur investissement. Donc, il y a toujours ces phases de contraction comme ça, Mm. tu Mm. vois, dans un business où, bon, OK, déjà, j'ai fait ça. Et maintenant, il faut que je délègue. Tu vois. Et il y a toujours une tâche enfin, qui te demande de traverser une peur en disant, ben, OK, je vais embaucher, mais bon, ça va me coûter tant, tu vois. Ouais. Voilà. Mais tu te rends compte qu'au final, c'est toujours payant, quoi. Ok, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième chose comme ça qui te vient en tête? Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a un truc qui m'est venu tout à l'heure, au même moment où je te disais ça, j'ai dit, je me suis dit, tiens, je vais parler de ça ou de ça. Mais j'ai un trou. Bon, J'ai un trou de mémoire, c'est ce dont je voulais parler. il n'y a pas de problème. Déjà, c'était cette clé-là, à elle seule, elle vaut déjà beaucoup quand on comprend ça, quand on se lance, ou en tout cas quand on est en phase de lancement et que ça commence à décoller. Je pense que c'est capital. Ça et aussi l'importance de processiser en fait tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on délègue, parce que c'est vrai que quand on cherche la perle rare, au Mm. début, on est confronté au fait que la personne, bah, elle plaît pas, etc. Mais toutes les tâches en fait, de pouvoir les processiser, les écrire, de telle sorte que ben, après les personnes peuvent être facilement, si ça convient pas ou si la personne n'a plus envie d'être là, etc. Ben, qu'on n'ait pas tout à reprendre ce qu'on a déjà expliqué. Ouais. Tout est déjà mis en vidéo, tu vois, écrit, processisé, voilà. Même si c'est des tâches qui sont un peu rébarbatives à faire au début, elles sont essentielles en gain de temps après. Mm. Parce que la personne que tu embauches, ben, du coup, elle a toutes les vidéos, elle peut voir, tu vois, tes valeurs, elle peut voir les tâches essentielles, la comptabilité, comment ça marche. Enfin, tout Tout est est, déjà prêt et ça gagne un temps fou en fait de c'est changer ça. de personne de changer de prestataire ou Voilà, de. c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, tu fais pas le travail 5, 6 fois, tu Mm. vois. À chaque fois que tu embauches quelqu'un, tu n'as pas à redire tout ce que tu as dit. Euh, voilà, et même quand une personne nouvelle arrive, ben, elle a tout qui est là, et puis elle regarde ça, et puis après, toi, tu peux rajouter en discutant, tu vois, mais c'est déjà énorme d'avoir ça, quoi.
Donc ça, Bon, c'est des petites excellent. astuces d'entrepreneurs. Hein, mais, Bah, merci beaucoup, Caroline, parce que je crois qu'on a vraiment couvert pas mal de domaines. On a parlé marketing, on a parlé émotion, on a parlé de comment se positionner, comment on a des doutes, des croyances. Donc, je trouve qu'on a couvert pas mal de domaines Et Merlin l'Enchanteur au milieu et de tout ça. et de magie. On a même parlé de magie. C'est bon, C'est ça. ça. Donc, merci beaucoup pour toutes ces petites pépites. Si les gens veulent retrouver ton livre, s'ils veulent aller voir sur ton site internet, comment on fait pour te retrouver et Ouais. voir ce que tu fais? Alors, un magnifique site internet, super design, c'est au nom du corps.fr. La page Facebook, pareil. Ok, On me retrouve aussi sur Instagram à Caroline Gauthier au nom du corps, parce qu'il faut savoir que j'ai un homonyme qui s'appelle aussi Caroline Gauthier. Donc voilà, on me retrouve sous le nom du corps. Ce d'accord, sera plus facile pour me trouver. Et voilà, donc là, on trouve les différentes activités. Alors là, celles qui sont mises en lumière, c'est plus les activités de dev perso. ouais, Mais il y a aussi des activités de marketing, parce que j'ai des événements qui s'appellent les leaders inspirés, ok, euh, qui, euh, qui est aussi des choses qui parlent de ce marketing un peu émotionnel, sensible. Voilà, c'est cette nouvelle dimension du marketing plus féminin, entre guillemets. ok. Voilà, ça, c'est des choses que je mets en place, voilà, mais qui ne sont pas encore visibles en ligne. D'accord. Bon, de toute façon, je pense que je mettrai les liens dans les commentaires Ouais. ou dans la bio. Si vous avez des questions, si vous voulez laisser des commentaires, ben, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Si vous pensez que l'expertise de Caroline peut vous aider ou aider les membres de votre famille ou des proches, ben, n'hésitez pas non plus à partager cette interview. Ben, merci encore, Caroline, pour… Merci à toi de m'avoir invité et voilà et de penser que ce que j'ai à dire est intéressant pour ta communauté. Moi, c'est toujours un grand plaisir. Non, mais écoute, ton intervention à la ZAD était très pertinente. Donc, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de valeur à apporter Mm. dans les entrepreneurs. Et même si moi, je parle beaucoup de marketing, de business, que je suis plutôt autour de ça, de Ouais, stratégie, bah, de plus en plus, je trouve l'importance vraiment de pouvoir amener aussi ce côté un petit peu plus oui, émotionnel, ce côté un petit peu plus développement personnel euh, sur les croyances, etc. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, je vois le truc comme un triangle. Les stratégies, les outils, pour moi, c'est en haut. La base, le socle, c'est quoi? c'est C'est la ça. vision, c'est les croyances, c'est où est-ce qu'on veut aller. Et c'est ce que tu disais au début de l'interview, en fait. Donc, C'est ça, et c'est ce que je fais faire comme travail en amont, moi, de la technique, tu vois. Et je me rends compte que ben, de plus en plus, les marketeurs viennent à ça, tu vois. Et moi, je vais chercher la stratégie chez les marketeurs, tu vois. mm, Et moi, j'amène plutôt cette dimension-là. Et de plus en plus, ouais, ça devient essentiel. Et moi, mes coachings sont basés là-dessus, quoi. Hein. mm. Je fais travailler sur la légende perso, je fais travailler sur les émotions, je fais travailler sur cette symbolique. Tu vois, donc j'amène cette dimension qui pour moi, est celle qui va faire mouche tout de suite. Mm. Par contre, moi, j'apprends la technique parce que j'ai encore du boulot hein, à faire là-dessus. Ouais, on est en apprentissage constant. C'est ça. Des éternels étudiants Bon, exactement. au restaurant. Exactement. Ouais, exactement. C'est Bon, là où il faut aller chercher ben, ce qui nous complète, c'est-à-dire ce qui n'est pas notre zone de confort. Hein. Et moi, c'est ce que je vais chercher quand je vais dans des masterminds de marketing. Hein. C'est que c'est mm. pas du tout ma zone de confort, mais je sais que j'en ai besoin pour contribuer à mon projet. Bah, bien entendu, de toute façon, les masterminds, ça apporte énormément de valeur aussi. Et c'est le cerveau collectif qui fait monter le Exactement. groupe. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. Et puis, Et bah, écoute, à très bientôt, peut-être dans une oui, prochaine interview, dans un prochain séminaire ou une prochaine avec grand conférence. plaisir. Avec grand plaisir. Quant à vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine interview. Au revoir tout le Salut. monde. Merci de m'avoir Au revoir. écouté. Au revoir.